capable de dire combien de saumons remontent par exemple tel fleuve, mais on n'est pas capable de dire combien d'enfants disparaissent et ne réapparaissent pas. Je ne vous parle pas des fugues. My mother then sold me, when I was 6, to a group of psychopaths. I found out much later that many of these men had very visible places on the world stage. They were world leaders, politicians, leaders of countries, and then there were those who controlled the world leaders together in this club. And they performed there the darkest things imaginable. It was one of the most sensational trials in California history. 2 sisters accused their 76-year-old mother of sexually abusing them as part of a ritualistic satanic cult. One of the siblings, Bonnie, is at our studios in Los Angeles. Her sister, Patty, joins us by phone. Bonnie, when did all of this take place? Let's get a little history. What happened? Well, the abuse began when I was just an infant and continued at least until mid-20s. This is your mother and father? Primarily with mother at first, and then my father was gradually drawn into that aspect of it. What kind of abuse? There were many different kinds. Sexual abuse was involved. There was some physical abuse that included some scalding and things like that when I was very young. As my father began to be more drawn into it, it included child prostitution and things like that, as well as actually being drawn into groups where there were ritualistic practices going on. Had a child? Yes, I did. Is that your daughter? No, not this daughter. What happened to that child? That child was sacrificed within the cult when she was about 6 months old. Sacrificed how? By being stabbed, and I was coerced into doing the act myself with my own child. The police never found out about this? The groups are extremely careful to cover up all evidence through using crematoriums and things like that. At least that's how I understand it, that obviously this can only flourish in silence and in darkness, and so they are very careful about conducting themselves in a way that they can't be discovered. How did you get free of this, Patty? At this point, I don't know how I got free of it. I have not had the memories of it. I do know that as soon as I started having memories that I was no longer part of the group, because at that point they could not control me. When I went into therapy, I didn't remember anything from the first 7.5 years of my life. Absolutely nothing except one single memory. I'm here to tell you I'm a living, breathing example of what happens when a satanic cult abuses your children. My husband was under arrest for sodomy and oral sex with my children. And I had all kinds of drawings that had circles and people with, there was black candles always in the middle of these tables, and all this oral and anal sex pictures. No one would help me. Even though there was a prosecution going on, they said if you ever bring up satanic ritual abuse, your credibility is lost and you'll just be a kook and it doesn't exist and it's not organized in America. Just focus on child sexual abuse. So I took my children to a child sexual abuse hospital. And while they were being treated, and I had legal custody of my children, and my husband and his lawyers and the judge found out my children were in an expert hospital, they confiscated my house, everything I've ever owned, from my baby pictures to my clothes. I walked away with literally the clothes we had on our backs. Took my cars, my federal post office box mail, my income, my assets. I lost everything by taking my children to an expert on child abuse. It was trying to stop me from what my children could disclose from being uncovered, to try and just break that we had no assets to have my children have medical attention. When they torture the children,
It causes a physical reaction of the endomorphins in your body to just increase because of the terror and the pain. So when the Satanists drink the blood, they actually get like a chemical, a high, like a drug high from the blood of a tortured victim. But John and Ben, my boys, are 11 and 8 and have lived for 15 or 16 months in the home of a satanic abuser who has been documented as a member of a cult, who 25 people and the state's attorney in Connecticut are investigating and have substantiated sexual abuse and the cult. And yet the governor and no one has been acting to protect my children. So it makes me wonder just how high this goes. But even more disturbing are the numbers of men and women undergoing psychotherapy who believe they have uncovered childhood memories of appalling satanic rituals. I was pushed and shoved off the altar and also forced to cut this child that I had just given birth to and then eat part of its arm and then throw it into the fire alive. And then I was covered with feces and sewer sludge and ashes of dead babies, and I was put in and out of a furnace. And I screamed and cried, and I believe that where the stuff came off is where I have the scarring on my hands today. Stories of the secret satanic network are coming out of therapy centers like this in Huntington Beach, California, where horrifying rituals are described every day. Even as a child. Dr. Timothy Maas heads a staff of 18 therapists. Between them, they believe they have discovered over 100 survivors of satanic abuse. For evidence, they rely on the memories of patients like Jolene, who's been diagnosed with a condition called multiple personality disorder. I'm going to ask you to call Cassandra and have her come out. On command, Jolene the adult reveals a separate teenage personality with terrifying memories of abuse. You're about 15 years old, aren't you? As best you can, tell us what happened to your baby. They killed her. I know it's very difficult to be asked to talk about this again. How did they kill your baby? First, they made a cut. Multiple personality disorder is a highly controversial diagnosis. It is said to be a defense mechanism, the mind's way of coping with extreme trauma in early life. According to the theory, when severe abuse occurs, the personality splits in order to protect the conscious mind from painful memories. And the further the story of this conspiracy has traveled from its American roots, the more lurid the details seem to become. Birmingham, England. Again, I was raped. I was buggered. I had everything done to them that is humanly possible in a satanic, evil way. What happened to all those little children's bodies? They were dismembered. Jim Phillips is a practicing medical doctor who believes he has at least 140 patients who are victims of satanic abuse. Virtually all our female patients have had their own babies sacrificed. They witness terrible, terrible things. Can I stop for a minute? I think together they've seen over 1,000 murders. Just my patient. Harley Street, London, one of the most prestigious medical addresses in the world. Here, Vera Diamond practices as a therapist and advises police and social workers on the satanic conspiracy. We're apparently looking at international connections involving vast areas of crime, from child pornography, snuff films, to big international arms deals. They take over people's minds in a vast way, which is very difficult to understand until you actually work with a number of people who have experienced this. There's something called mind control, where they take over people completely.
sexual taboos on screen were broken, and people think what can be the next step, and obviously the next step is to kill someone for real. C'est le récit d'un jeune garçon qui a été entraîné malgré lui par un ami dans des cercles sataniques, mais vraiment les cercles vraiment sataniques, c'est-à-dire que personne ne connaît, même pas les journalistes, même pas les enquêteurs spécialisés. D'ailleurs, les enquêteurs spécialisés eux-mêmes le savent en disant le pire nous échappe, pas. Nous n'arrivons pas à les joindre, mais qui peuvent atteindre des gens ayant des postes officiels dans l'administration à de très haut niveau. Mais on va jusqu'à tuer des gens. Alors, si vous voulez, quand je le dis, moi, en parlant de satanisme, et quand je le dis en tant que prêtre, je ne suis pas très crédible. Bon. Mais si, par ailleurs, vous avez des missions un peu spécialisées, notamment sur la pornographie et la pornographie enfantine, alors là, on va vous révéler qu'effectivement, il y a des gens qui tournent des enfants qu'on est en train de torturer, et on le filme. Oui. Et que ça se vend à prix d'or. Oui, ça s'appelle les snuff movies. Voilà. Et donc, pour vous, derrière, il y a Satan. Bien sûr, ça existe. À ce moment-là, quand c'est dit par des psychologues, des gens de la police, des services, à ce moment-là, on les prend au sérieux. Mais c'est la même chose. C'est le même phénomène, bien entendu. I brought up a memory from Bohemian Grove. I was 11 years old. I was naked. I was strung up with my arms and legs outstretched, and these guys were drunk and they were just laughing, and they just thought it was just so funny that I was terrified. So this satanic stuff is really real. I was sexually abused by my father from infancy. I was prostituted, so I was used by both men and women. I was experimented upon. I do remember electric shock. I remember being subjected to strobe lights and so forth. There were lots of experiments. Experimental drugs, I believe. Experimental drugs, too. I was used in satanic rituals from a very young age, and I remember going through an initiation ritual at age 3 that involved somebody forcing me to drink blood. I remember age 5 being strapped to a slab, and the intent was to take my soul, and then an incident at Bohemian Grove where I was forced to watch child sacrifice. So memories are still coming up, and I will address that part of the recovery. Because the memories were so horrific, then what I did is I suppressed them, and I had amnesia about my childhood for many, many, many years. It lasted till about age 11 or 12. My father passed away when I was 13 of cancer, so he was quite sick for the last year or two. So I feel that that's what dropped me out of the program. My name is Nick Bryant, and I'm the author of The Franklin Scandal, a story of power brokers, child abuse, and betrayal. The book is about an interstate pedophile network that flew children from coast to coast and pandered them to the rich and powerful. The ring was nearly exposed in 1990, but its uncovering had the potential to produce seismic political aftershocks. So the FBI, the Department of Justice, and the Secret Service went into a full-court press to immaculately cover up the scandal. I've spoken to several of the victims who were part of this pedophile network, and they've all conveyed horrific tales of abuse and betrayal. Unfortunately, the very officials that have pledged to protect children from the depravity of evil men were the very officials who covered this pedophile network up. Larry King was the fastest rising black star in the entire Republican Party of the United States during all of the 1980s. And he was also one of the most evil individuals in this country in terms of being a dealer of children, in terms of being a thief, 40 million that they documented he stole,
and in terms of using and compromising and corrupting one after another politicians. The base for his network was the Franklin Federal Credit Union, a people's bank in Omaha, Nebraska. Larry King was its general manager. He prostituted them at sex and drug orgies. Paul Benassi was a victim of King's abuse. He was also sent by King to lure Boys Town youngsters off campus. We used to just drive around and go up toward a home, and then we used to do some of the scavenger hunts with picking up some of the kids. You know, just kind of win their confidence, become friends with them for a while. Those perpetrators, named by the children, were some of the richest and most influential citizens in positions of power in the state. Men prominent in industry, politics, the media, even the police. We can only name the ringleaders. Besides Larry King, they were department store millionaire Alan Baer and the celebrity columnist of Omaha's only newspaper, the World Herald, Peter Citron. With the judicial system apparently paralyzed, Larry King spent Franklin's money on courting political influence. $10 million went on jewelry, flowers, and private planes. He cultivated contacts in the inner circles of Ronald Reagan's White House. To provide the committee with hard evidence, the investigators recorded their new witnesses on videotape. Paul Benassi had been the victim of abuse since he was 8. He was present at many of Larry King's sex parties. Caradori traced him to the county jail. He had been convicted of fondling his young cousin. Outside the woods. Okay, let me back up. You arrived in Sacramento. Yeah. Where did you go when you got there? We went to a hotel. Okay, when you say we, That's Larry King, the boy, me, and Gary Fluistar. okay, do you remember what hotel? No. Okay, do you remember what year? It was 1985. We got there and they told us they were going to be filming, they're just going to make a movie. And I've already been out there about 3 dozen times. We got filming movies, having sex with guys or other boys and stuff. Yeah, who was the kid? The kid. It was me, Nicholas, the boy, Larry King, the pilot. Pilot was there too? The pilot was there too. Producer, and there was about 4 other people there that were filming this. Is you going to do this or we're going to kill you too? Do what, Paul? Do what? Screw the kid. You started beating on the kid. Started beating on it. Who started beating on it? This guy that was with the film crew and stuff, he came in and he started having sex with this kid. Okay. He was bleeding. Bleeding from where? Right. Okay. You okay? He was tossing this kid around like it was a bag of potatoes or something. He started slamming him all over the place. Then he came back and he started kicking the shit out of me again. He started kicking my head. I started to do something to hit with a stick. Right in the balls. He started kicking the kid in his face. The kid was just crying. I kept yelling at the guy selling us, I said, kill him if I got a hold of him. I said, no, they shot him. You what? Shot him. Shot him in his head.
me with them, and we went up in a plane. I saw the bag the boy was in. We went over a very thick brush area with a clearing in it. Over the clearing, they dropped the boy. One said the men with the hoods would take care of the body for them. I didn't see Nicholas until that night at the hotel. He and I hugged and held each other for a long while. About 2 hours later, the men or Larry King came in and told us to go take a shower since we had only been hosed off at some guy's house. We took a shower together and then were told to put on the Tarzan things. After we were cleaned up and dressed in these things, we were told to put on short socks and a shirt and shoes and driven to a house where the men were at with some others. They had the film and they played it. As the men watched, they passed Nicholas and I around as if we were toys. Larry King was the same kind of sick fuck Alan Bear was, except Larry King was more violent, more sure of himself. Larry King and Alan Bear frequently hosted the child sex parties in penthouse apartments at the Twin Towers luxury block in Omaha. By the spring of 1990, the Nebraska State Committee was convinced by the evidence of an organized child abuse ring. Its chairman, Lawrence Schmidt, sought the advice of his lawyer, John DeCamp. On his advice, Schmidt turned over all the sworn evidence to the FBI. But immediately, the videotape testimony was leaked to a hostile local media. The media immediately started discrediting the witnesses. The last 3 victim witnesses were demolished by the press, particularly the Omaha World-Herald. The paper never looked for information that would support any of the allegations. The whole purpose of the stories was to destroy any credibility that these youth may have. The FBI's attitude was, just no, these kind of things don't happen. From the first interview when I went, and realized they don't believe a fucking thing I'm saying, they were just appalled, but I realized what that look in their eye was back then. It was fear. It was fear of I had witnessed, firsthand things that would, destroy this city, people, a position, what I mean? It's not going to be believed, they said. It will not be believed. You will be found guilty of perjury, and they weren't telling me maybe. They were saying, there's no way. You go on with this story, you're going to jail. That was said to me direct. Troy Bonner agreed to withdraw his videotape testimony. The FBI used Troy in an attempt to persuade fellow witness Alicia Owen into abandoning her evidence about Larry King's nationwide network of powerful pedophiles. Gary was threatened several times. His vehicles were tampered with. I would think whoever tampered with them, it was a scare tactic because it was so obvious that they were being tampered with. Gary it was one piece of evidence I know he got that he even said he got one step ahead of him this time. He told us about this book. It was like addresses, telephone numbers, names. He said if they knew he had it, they'd kill him. On July the 11th, 1990, Gary Caradori and his 8-year-old son AJ were flying home from Chicago in his light aircraft. The fact that the wreckage is scattered over a large area certainly demonstrates that it did break up in flight. The exact mechanism of breakup yet is still unknown. The federal investigation was never able to discover what tore the plane apart. There are things missing from the plane. His briefcase is missing. I think the plane was sabotaged. There's no doubt in my mind. Within 24 hours of the tragedy, all Caradori's records were impounded by the FBI. On July the 23rd, 1990, the grand jury issued a bizarre and contradictory report. It accepted that Troy, Alicia, and Paul Bonacci had been abused, but not by the people they identified. And for refusing to withdraw her evidence, it charged Alicia Owen with perjury. The trial took place in July 1991. Troy Bonner testified that the child abuse story had been an invention. As a result, Alicia Owen was sentenced to between 9 and 25 years in prison. For some reason, they had to send a signal to every kid who was a potential witness, my opinion again,
A signal so loud and clear, if you dare to come forward, if you dare to talk, watch what happens. Alan Baer was fined $500 after pleading no contest to a reduced charge of aiding and abetting prostitution. Peter Citron served 2 years of a 3 to 8 year sentence. Thanks to Troy Bonner's lies, Larry King never faced child sex charges. For the $40 million fraud, he was given a 15-year sentence, 10 years less than Alicia Owen. I feel really sick. I should be taken out and shot for doing that. And if that was to happen, I would go willingly. John DeCamp, former state senator and Vietnam veteran, is now the only man fighting to help Larry King's victims. He is the lawyer trying to overturn Alicia Owen's conviction and to expose the cover-up. Every victim witness who stepped forward in any way, or even was a potential witness that somebody heard about, has either been killed, put in jail under some theory or other, terrified or run out of the state, discredited. They were protecting, in my opinion, they were protecting some very prominent politicians, some very powerful and wealthy individuals associated with those politicians and the political system, up to and including the highest political people in this entire country. The children I have talked to have all had to murder before the age of 2. I mentioned that last week, and we kind of went right on past it. That is something that is beyond anything I could comprehend. Right. But in some way, whether with the help of an adult's hand over theirs, or by having them practice, by getting them excited to be part of the adult scene. These children have never seen a normal life, for goodness sakes. They do murder. And the evil thing that happens is they really believe they want to. They want to do what the older people are doing, and they're praised for that. And that becomes their goal, to be like the adults and to do these horrible things. There is a little part in them that I believe we all have, that natural, good, God-given part that knows it's wrong, but in a group and in the excitement of everything, they want to do that. They enjoy the sex. Children are capable of enjoying the sex. That was something I didn't know. Well, you know, why would they fight against it? A child will eat a bag of candy if you give it to them. They will take part in these things willingly. When they get out and begin to talk, that's very difficult for them to realize. We didn't realize it at first, that they actually wanted to do that, and that is part of the very sophisticated brainwashing job that they do on all of these children. The part that made me to believe this child's story was that when he finally said this baby, he talked about several, but this particular baby had been killed, stabbed again, different way, but stabbed. He curled up in a fetal position. He was 9 years old when he was telling this story. He curled up in a fetal position, and his eyes got real glazed, and he said, they cooked that baby on the grill. Oh, my gosh. And I thought, he has really flipped out. I mean, I didn't know. And he said, oh, gross, it smelled like rotten chicken or rotten deer. He then went on and told us how they would cut out the heart, or they would cut off the sex organs. They would save them in the refrigerator, in the freezer. And this is a very typical thing that these kids talk about. They worship the sex organs, and they kept it for another ceremony. They will always use these bodies one way or another. I didn't get any answers from that child about what happened to the bodies. Where did they go? Eventually, the little ones that I was talking about first talked about throwing the babies in the fire. And I asked about that, and you mean they were dead and then they threw them in the fire? And the littlest one said, no, no.
them was alive and them through them, you know, like this. They would take young children, and we're probably talking preschoolers. I don't think that they dealt much with the older ones. And they would hang them from a rafter in this barn. And there would be as many as 5 to 10 hung in a row. And they would be fully clothed, which is unusual because frequently they are all naked. The children, like this girl, were all given candles. And you can picture the ceremony as she described it. And the candles were lit one by one. Then the adults would go forward and they would pour from a cup some liquid on each of the children's clothing, which is obviously gasoline or kerosene. You know that then. And then after whatever it was they had to do, they would give the signal, and these others would have to go forward and set the children on fire. When they were done, they would just cut them down. The first child that this girl had to kill was a cousin, a little cousin. And she talked about them being cut down and how they would draw a circle around the body. I've been told by people that know a lot more than I do that the reason for all of this death and murder is because of the belief in the demons and the power that they can get from that. And these people believe that the more innocent the victim, the more horrible the death, the closer you are at the moment of death, the more magic is released and the more spiritual power they get. Ted Gunderson, FBI veteran, former head of the regional office in Los Angeles. Is there a network of these satanic murderers in this country, do you allege? I cannot say that there's a network of satanic murderers. I can say that based on information furnished to me by confidential sources and informants, based on interviews with dozens of survivors from the satanic operations through the years, satanic beliefs, etc., I can say that there is a network of these people across the country who are very active. They have their own rest and relaxation farm. They are in contact with each other. It ties in loosely to the drug operation. Do you, sir, believe that these dreadful allegations of babies being sacrificed are true? I absolutely believe it, without any doubt. Based on the information that's been given to me across the country by numerous survivors and by confidential sources and informants. Ce que j'ai compris, c'est que tu as été conçu littéralement pour être abusé. Oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis aujourd'hui. Oui, par mon géniteur, mais je pense que ça, ma génitrice, elle n'est pas, elle, consciente de ça. Je pense qu'elle a été utilisée dans le but de procréer. Il m'a abusé sexuellement toute mon enfance. Mais c'est ça, même dans la période de 3 à 4 ans, là. Ouais. Et je vois, par exemple, qu'il était, même votre mère, votre grand-mère... Jusqu'à 5-6 ans, en fait, il m'a abusé. Et j'ai aussi vécu des abus sexuels de la part de ma mère et de la part de ma grand-mère maternelle. Donc, mon géniteur m'a demandé avec insistance de me prostituer. La première fois, j'avais même pas 10 ans. Okay. Et il m'a tout de suite assimilé à ça. Il m'a tout de suite dit que c'était ce que je devais faire, que j'étais faite pour ça, que je lui faisais penser à ça. J'ai des flashs, en fait, de ces abus que je subissais quand j'étais droguée. Entre l'âge de 3 ans et 4 ans. Entre l'âge de 3 ans et 4 ans, ouais. Dans votre texte, vous mentionnez plusieurs hommes qui abusaient de vous. Ouais. Également la présence d'un enfant qui avait été torturé et qu'on m'avait forcé à torturer. Pendant très longtemps, lorsque j'étais petite, j'avais le sentiment d'avoir déjà tué quelqu'un. J'avais pendant longtemps donc des flashs de quelque chose de très sanglant, sans savoir exactement si c'était mon imagination ou si c'était réel, jusqu'à ce que donc à l'automne passé, je fasse une rencontre de façon hasardeuse, en fait, quelqu'un qui connaît très bien les réseaux d'influence au Québec et qui m'a appris que mon père faisait partie d'une secte. Mm-hmm.
Est-ce que je peux nommer le... La secte? Les francs-maçons. Les francs-maçons, absolument. Ouais. Ouais. Votre mère, elle aussi, elle a vécu des abus? Elle aussi, elle a été en contact avec... Enfin, à mon avis, elle a été en contact aussi avec cette secte, et ainsi que sa mère, quand elles étaient toutes petites aussi. Si je rassemble les morceaux, j'ai trouvé aussi chez la mère de ma mère, j'ai trouvé des livres d'initiation à la secte des Rose-Croix, et il y a aussi des histoires d'abus rituels qui sont liées à la secte des Rose-Croix. Et je pense d'ailleurs que tout ça est lié à son ascension sociale. Je crois que ce qu'il voulait, c'était clairement monter, et que j'ai été vendue et dans le cet sacrifice, objectif. ça a été tu vas faire un enfant dont le destin sera d'être... Jeanette is a social worker and a ritual abuse survivor who brought legal charges against her father alleging that he had brutally tortured her as a child and teenager. And in this position, he was responsible for overseeing inspections for all nuclear power plants in the U.S. And just as she was extraditing her father from Ohio back to Kentucky to face trial, he died suddenly. After his death, I heard that the Masonic Brotherhood went up and did some rites at his funeral. Gee, I couldn't go, but they were there. And so I called the Masonic Lodge that he'd been a member of for 40 years because I wanted some documentation for my own self. He entered his first degree in the Masonic Lodge on February 1965, made the second degree in February 66, and made Master Mason in March of 1966 within 1 year. Organizations, whether we want to call them Satanist or whether we want to call them organized pedophile clubs, whether we want to call them mind control, are very much aware of multiple personality defense systems. They definitely know about it, and they seek to create it as a way to keep their abuse of the victim hidden. They use this in a manner that protects their identity. So as I and all parts of me being abused, horrible sadistic abuse, could get up in the morning and go to school and function and come home and live with these perpetrators. Now at 10, an ABC4 News exclusive, 22 personalities. Personalities that some say a woman developed to protect herself from years of horrific abuse, including satanic rituals. The night team's Kimberly Nelson introduces us to Jenny Hill, the woman with 22 personalities. It's something out of a nightmare, satanic rituals and human sacrifices. But this nightmare is real for Jenny Hill. It's a secret that's been burning inside of her since she was a little girl. Naked, tied to a cross when you're young. And mine was, I was first born 6 years old, and I qualified. Jenny's story of satanic ritual abuse is documented in Judy Byington's new book, 22 Faces. She had been sexually abused and ritually abused as a very young child. And so she had these different multiple personalities that anytime she got into a stressful situation, they would take over her mind and body. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate, where they will develop a new personality to enable them to endure the abuse. This new personality is very helpful to the abusers. Once the abuse is over, the core personality is not conscious of what happened. Dissociation also serves the purposes of the occult because the children have no day-to-day memories of the atrocities. They go through adolescence and early adulthood with no active memory of what is taking place, but continue in rituals through their teens and early 20s, unaware of their involvement. The victims lead relatively normal lives until they get triggered and flashbacks or nightmares occur. The memories seem to come in layers. For example, the first memory might be of incest, then they remember robes and candles. Another layer is seeing other people hurt or killed. Then they remember having seen babies killed.
Another is realizing that they participated in the sacrifices. One of the most painful memories may be that they were forced to give up or sacrifice their own baby. But if Nancy's story was hard to believe, let's just say that it was impossible for me to believe my closest sister, April, when her memories began to return. She talked about secret rituals and babies getting their hearts eaten and stuff that made me think she just needed medication or had maybe watched too many vampire movies. So April and I were best friends, and she told me everything, which was the problem. This is April way back when, and here's a picture of her when Bill Clinton was turning her into a high-priced call girl. So over the years, as I became more aware of things like pedophilia used to trap politicians, deep underground military bases, the uses of children in these programs, secret societies, and the evil nature of those in power, I became more open to the possibilities that these things did happen. These psychopaths at the top believe they'll create a satanic order that will rule the world. Many of us have heard of the excretion called adrenochrome. The Satanists remove children's adrenal glands right after they've been terrorized and right before they are killed in rituals to extract this Kool-Aid the elites use to sustain their youth and extend their lives. I would remember first the incest stuff, the stuff at home. And then it would gradually go from that to the ritual stuff. I went to a couple of Masonic parties at a lodge that was located right near the research building. Stand there and watch a little kid who's half your age being tortured or raped or whatever. I mean, that's just as bad as having it done to yourself. Yeah. Okay. Would you be okay describing what happened in the lodge in central London? But it's very central in London. I think it's the most central lodge, the biggest one. There was a ceremony happening. There were little boys actually mainly, and me, and they were all wearing their long, stupid costumes. There was a ceremony, drinking blood. There was sacrificial animal on an altar at the front. The worst thing about the ceremony was that there was actually a sacrifice that happened. They basically wanted all the children to come up, basically put a knife in this poor little boy's heart and kill him. I just remember being in this line, and then as soon as I got to the altar, I just ran away. I hid under a bench shaking, and I just kept hiding and protesting, and they'd try and drag me back there, and I'd kick and scream, and I wouldn't participate. I think it creates a lot of doubt, prevents you from speaking out because you feel like you're becoming an abuser. Also, on the same day during this ceremony, the Masons would pair off with the little boys and me, go to different rooms behind the main altar in the back building and be raped and abused. My name is Kristen Constance and I'm 43 years old. I was born in Australia. I have a diploma in community welfare and professional counselling, and I work with people with disabilities. I was ritually abused and mind controlled between the ages of 3 and 9 in the eastern states of Australia. My grandfather was a 33rd degree Mason who belonged to several Masonic lodges. He and my grandmother founded a chapter of the Order of the Eastern Star in the suburbs of Sydney. I started remembering incest when I was 24 and the ritual abuse and mind control not long after that. I remember being in cages, electric shocks, being cut, raped, photographed, drugged, hypnotised, starved, light deprived, beaten, oxygen deprived and sleep deprived. I have been put in coffins with spiders. The ritual abuse stopped when my family moved to the other side of Australia
but incest and abuse did continue till I moved out of home when I was 18. My father is alcoholic, and my mother continues to live in denial. Ces pratiques visant à induire un état spirituel extatique en manipulant directement et crûment le fonctionnement physiologique de l'humain se retrouvent dans tous les systèmes religieux antiques et primitifs. Voici quelques extraits du livre intitulé Kabbalah, a Neurocognitive Approach to Mystical Experience. Cette gnose est au cœur des sociétés secrètes fraternelles de type maçonnique. Nous commençons à comprendre pourquoi autant de survivants rapportent l'existence d'initiations traumatiques imposées à de jeunes enfants, en faire des membres à part entière du culte luciférien. Il y en a un notamment qui a été finalement piqué dans une école du 19e. Ça faisait 4 fois qu'on le changeait d'école et ça faisait 4 fois qu'on lui donnait un grade supérieur pour le faire changer d'école. Il a fini comme directeur d'école et là il s'est fait prendre. Il était protégé parce que naturellement il était franc-maçon. Alors ça, M. Carlin ne nous a pas dit qu'il y avait un lobby des pédomanes francs-maçons à l'intérieur de l'éducation nationale qui protégeait ces gens-là. Il ne nous a pas parlé de l'affaire de Tribune Juive. Le directeur de Tribune Juive a été, il y a quelques années, arrêté pour une affaire de pédomanie. Il ne nous a pas parlé de l'affaire du communiste Duguay qui vient d'être arrêté, là, à Chambéry, pour la 4e fois en 20 ans, pour une affaire de pédomanie. Ce type est le pire industriel de la pédomanie qui existe en France. C'est un type, j'ai vu les photos qu'il réalisait lui-même en posant avec des enfants de 2 ans. J'ai été physiquement malade quand j'ai vu ces photos. Vous savez ce que ça veut dire, physiquement malade? Comme quand on est assis dans le sens contraire dans le train et qu'on a mangé un peu trop de boudin gras. Voilà, j'ai été malade. C'est tellement répugnant. Ce type est arrêté systématiquement. Il est mis en prison pour 2 ans. Il est remis en liberté. Il déménage et il recommence. Il avait commencé à Saint-Ouen. Il est parti ensuite à Bordeaux. Puis il est parti dans le Midi et il vient de se faire reprendre à Chambéry ou à Annecy, je ne sais plus exactement. À chaque fois, c'est la même chose. Et il continue. Il est relâché. Pourquoi? Parce que c'est un militant communiste qui est protégé par le Parti communiste. Ce type avait parmi ses clients un consommateur de produits pédomaniaques dont j'ai retrouvé le nom dans le dossier sous le scellé numéro 17. Il y avait un carnet qui appartenait au revendeur de M. Duguay. Ce revendeur s'appelait Sokolovski. Sokolovski avait un jardin autour de sa villa du côté de Saint-Ouen. Dans le jardin de la villa de Sokolovski, on a trouvé des ossements d'enfants. Il n'a jamais été inquiété pour ça. Il a été protégé. Le réseau de la pédomanie en France est une des choses les plus abjectes qui existent. C'est une des choses les plus puissantes. Ils ont des protections partout. Et récemment, on a entendu dire par un personnage très important qu'ils avaient même des protections dans la magistrature. On a dit également récemment, il y a une mère qui a la preuve que son propre mari a emmené ses propres enfants dans des séances comme ça, dans le cadre d'une secte de timbrés qui font probablement des sacrifices humains. Personne ne mesure l'immense gravité du problème en France. Et tout ce que trouve à faire M. Carlin pour nous parler de la pédomanie, c'est de filmer un type qui dit « Oh oui, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, qu'est-ce que c'est mal, oh je regrette d'avoir fait ça, oh là là, je me le pardonnerai jamais », et d'expliquer que c'est l'animateur d'une association catholique. Voilà comment ça marche, la désinformation par l'intermédiaire des médias en France. J'ajoute une chose, c'est que toute la presse, absolument toute la presse, a célébré les mérites de ce reportage, qui est une merde. Le rabbin Fari vient d'être mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. Après 24 heures de garde à vue, il avait été relâché ce matin par la brigade de protection des mineurs. Les faits remontent à 1990. Officier de la Légion d'honneur, Daniel Fari est une personnalité importante de la communauté juive de France, rabbin de la synagogue Copernic jusqu'en 1977, puis fondateur du mouvement juif libéral de France. These are the instruments of exorcism, allegedly used to expel demons from small children. They were hit by hammers and cut by knives until a 3-year-old ended up in a coma. It is one of the worst cases of child abuse in Israel's history. Elior Noam Chen is the self-appointed rabbi of a small West Bank sect. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est patour. Au-dessus de 9 ans, il est hayab. Shmuel Amar, lo asu be'ad pachot me ben 3 shanim ke ben 3 shanim. Shmuel lui dit non, à moins de 3 ans, il est patour, mais après 3 ans,
il est Hayav Mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Bien, la Gemara explique pourquoi. C'est quoi leur mahnochet? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Rav, ça va. Kol de ete beshochev, ete benishkav. Bechod de ete beshochev, ete benishkav. Rav pense que quand un garçon, il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, alors, dans ce cas-là, il devient aussi potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon soit valable. Donc, comme pour lui c'est 9 ans, quand il subit, c'est la même chose. Ça, c'est la vie de Rav. Il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, sans être diabolisé, il faut immédiatement. En parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je Et comment en parler, alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, c'est ça ce qu'il faut dire? A CBS News investigation has uncovered a loophole that allows accused and convicted American pedophiles to escape justice by moving to Israel. So Ian Lee has been following this for more than a year, and he traveled to Israel for this investigation. He worked with a group that tracks people accused of sex crimes, which estimates dozens of Americans have used this loophole. Yom Tov pled guilty in 2002 to sexually abusing and committing lewd acts against 3 other boys. He served jail time, but when he was released, he violated his probation and, according to JCW, fled to Israel with help from individuals within the Orthodox Jewish community. JCW tracked Yom Tov down and confronted him with a hidden camera in Jerusalem, where he admitted to illegally fleeing the United States with help and using a fake passport to enter Israel. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi, évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, des membres du cabinet et au plus haut niveau, et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Alors, donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. Mais on a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crime pédophile au sein de la République. Oui, enfin de crime, de pédophilie, je sais pas. La pédophilie est un crime. C'est un crime. Oui. Bah voilà, Frédéric, réponse à votre question. C'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi je suis révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis, nous devons le protéger, il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat pour le défendre et le soutenir. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort
sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. On apprend que déjà en 77, un enfant de 11 ans a été trouvé mort, sodomisé et noyé au Corral. Son prétendu meurtrier est considéré comme dément. Un non-lieu est prononcé. Sorti depuis peu de l'hôpital psychiatrique, il a reparu au Corral. Le lendemain, 3 autres personnes sont inculpées. Gérard Durand, professeur de musique, Willy Marceau et René Scherer, universitaire et philosophe. Yves Saint-Laurent, peut-être pour se laver ou dans un sursaut moral, a écrit cette bande dessinée étrange qui s'appelle La Vilaine Lulu, où il dit bien en préambule que tout est vrai dedans. Et je rappelle que La Vilaine Lulu est aujourd'hui rééditée par la Fondation Pierre Berger. Hein, voilà. Je n'en dis pas plus, mais voilà, il y a une réalité. Ces réseaux pédophiles satanistes qui sont finalement l'oligarchie dans sa vision extrême et dans son engagement extrême, ils ont 2 problèmes. Ils ont de démoraliser la population pour qu'elle admette que la pédophilie c'est pas si grave, et là on voit les phrases de Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. On voit les phrases de maître Thierry Lévy, on voit les phrases de Jacques Lang qu'on sortira à l'époque, effectivement. Donc on voit le travail pour essayer de banaliser la pédophilie afin qu'elle soit décriminalisée. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Parce que effectivement, ça sera plus simple pour ces gens-là le jour où on pourra, comme d'ailleurs le dit Pierre Berger très bien, acheter les enfants au tiers-monde pour en faire ce qu'on veut. Ça sera moins dangereux que d'être obligé de passer par des Dutroux avec le risque effectivement de la marche blanche et de colère populaire. Quand je parle de l'Adams Club, c'était le rendez-vous des pédophiles parisiens, des ministres pédophiles et autres, toutes les grosses têtes. Et puis, tous ces gens qui étaient là-bas, c'était que des pervers dans tous les domaines. Soit ils étaient bisexuels, soit ils étaient homosexuels, soit ils étaient des pervers sexuels, quoi. Soit ils étaient pédophiles. La majorité, c'était un club échangiste, il faut savoir. Protégé par la police, bien sûr, évidemment, parce qu'il touchait, et puis protégé par Mitterrand lui-même. Donc la police des mœurs, elle n'avait rien à faire là-bas, elle n'osait même pas rentrer. C'était Mitterrand qui avait donné ordre de laisser ces gens-là tranquilles. Jacques Lang en particulier, et Cohn-Bendit et tout ça, toute l'équipe de salopards, là, de prédateurs d'enfants, c'est incroyable. Moi, je venais de Hollande, d'Espagne, j'avais jamais vu ça, mais jamais. François Mitterrand protégeait tous ces gens-là. Et vous parlez aussi d'un Jeffrey Epstein français. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait pour... Alors lui, il allait chercher des enfants. Expliquer Il allait chercher des enfants au Brésil, avec la mère, parfois le père. Et il les installait en France dans des chambres de bonne là qu'il avait. Il en avait une quantité. Au-dessus de son hôtel, il avait un hôtel. Il avait des chambres là-haut et tout ça. Et l'enfant, pendant 1 an ou 1 an et demi, il servait de poupée gonflable. Et comment vous avez eu connaissance je travaillais avec lui, mais moi, c'était pour la cocaïne. Je le fournissais en cocaïne. Dans son hôtel, le Beverly Hills, côté des Champs-Élysées, je me souviens plus du nom de la rue. Je sais pas si c'est pas la rue de la Boétie. C'est à côté de chez Régine. Et moi, j'étais fourré là-bas tous les soirs parce que c'était un de mes meilleurs clients. Mais lui, il m'achetait par 500 grammes presque toutes les semaines. Mais il revendait par 100 grammes aux Saoudiens, aux Qataris et tout, qui venaient se faire des petits-enfants. Et cet homme-là était protégé par un très grand policier. Dans l'hôtel Beverly Hills, qui est à côté des Champs-Élysées, je crois que c'est rue de la Boétie, il y avait des petits-enfants, et il y avait des Saoudiens, des Qataris, et des ministres français, des flics, de tout, qui venaient se faire des petits-enfants, au vu et au su de tout le monde. Et le salopard de Bernard Lederman, il allait les chercher au Brésil, il emmenait la famille avec et tout, il les logeait dans des chambres de bonne en haut, et voilà, et au bout d'1 an, il les virait, il allait chercher d'autres, il emmenait de la marchandise toute fraîche. Il se disait être le frère de Paul Lederman, le producteur de films. Mais apparemment, d'après mon éditeur, c'est faux. J'ai jamais cherché à vérifier. Mais ce que je sais, c'est que là-bas, c'était l'antre du diable et que
tout Paris allait là-bas pour baiser des petits-enfants, voilà. Et moi, comme un con à cette époque, moi, je cherchais qu'à gagner de l'argent, j'avais pas de morale, et voilà. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, je me révolte, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. De toute façon, j'aurais jamais rien pu faire. À l'époque, j'aurais bougé un doigt et je me prenais une balle dans la tête ou je terminais en prison. À force d'être en prison, moi, ce que j'ai vu à Maubeuge, dans la prison de Maubeuge, ça a commencé à me tracasser un peu, tu vois, tous les pédophiles là-bas qui se la faisaient belle. Alors moi, je voudrais dire que je pense que la France, moi, dans les autres pays aussi, en France, on protège trop bien les pédophiles. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est quand il y avait un mec, mon voisin, c'est un vieux, il avait 84 ans. Il vient me voir un soir, il me dit, bon Gérard, je viens te dire que demain je sors en liberté. J'ai dit, c'est bien, tant mieux pour toi. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire en liberté? T'as 84 ans et tout. Oh, il me dit, moi, tu sais, il me montre une ordonnance pour du Viagra. Le psychiatre lui avait donné une ordonnance pour du Viagra. Mais putain de merde, le psychiatre, il sait très bien que cet enculé, s'il prend du Viagra, c'est pour aller violer encore un enfant. Putain. Bon, et je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il me dit, moi, je vais me chercher un petit gars, je vais le violer, puis si je dois retourner en prison, tant pis, j'ai plus rien à faire dehors, voilà. Mais avant de retourner en prison, il voulait se faire encore un petit garçon. Et voilà. Et donc, ces mecs-là, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne parlent que de ça, des petits culs. Tu écoutes leur conversation, ça ne tourne qu'autour des petits culs de garçons. Mais c'est effarant. C'est pas des filles, c'est des petits garçons qui se chopent. Et ces petits garçons, plus tard, vont devenir aussi des pédophiles, ils vont violer à leur tour. Alors on n'en finira jamais. Maître Jakubowicz, qui était le président jusqu'à il y a pas longtemps de la LICRA, je crois, et qui avait d'ailleurs dit que jamais il ne défendrait des pédophiles. Il l'avait dit lors d'une interview il y a quelques années. Tout à coup, vole au secours de ce Lelandais en prétendant qu'il est innocent, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un prédateur sexuel, pédophile, multirécidiviste, on n'est pas loin du serial killer. Et effectivement, pourquoi Jakubowicz vole au secours de ce prédateur? Et là, on peut se poser des questions, en plus en mentant et en essayant de détruire le travail d'enquête dans un premier temps. C'est pas juste défendre un coupable, c'est prétendre qu'il est innocent en mentant outrageusement et même en prétendant que le mensonge fait partie du droit de la défense, qui est assez talmudique comme assertion. Et là, on peut se poser la question sur qui demande à Jakubowicz d'aller sauver le soldat lelandais. Pourquoi d'un seul coup il bénéficie de cette défense haut de gamme, alors qu'effectivement c'est rien, c'est un ancien militaire, maître chien, dealer de cocaïne. C'est pas une figure. Et on peut peut-être se poser des questions sur certains réseaux qui existeraient. Ça pourrait me rappeler un peu l'affaire du Trou, de réseaux, on va dire, pédocriminels qui auraient à voir avec peut-être la haute maçonnerie, voire tout ça existe, une haute maçonnerie aussi communautaire, et Jakubowicz qui serait sommé par son réseau, même s'il lui-même n'en a pas envie, d'aller défendre on va dire un vendeur de gosses ou peut-être un maître de cérémonie. Il est maître chien aussi de cérémonies pédocriminelles sataniques qui ont beaucoup à voir avec la haute maçonnerie, de le sauver par tous les moyens pour que, comme souvent d'ailleurs, il se taise et qu'il fasse, comment dirais-je, dans un premier temps, sa peine sans trop la ramener et qu'il ne balance pas un réseau dans lequel serait peut-être impliqué à différents niveaux, je ne sais pas, réseau maçonnique, par exemple, Maître Jakubowicz, parce que je pense pas que Maître Jakubowicz ait un intérêt personnel à défendre ce personnage et eu des raisons de mentir à ce point-là sur sa non-culpabilité alors qu'il était coupable. On sent bien que Maître Jakubowicz est en mission dans cette opération-là et que tout ça ressemble, effectivement, cette congruence ressemble à ce que je raconte depuis des années, ce qu'on étudie depuis des années et ce qu'on essaie de faire comprendre depuis des années, c'est-à-dire la réalité au niveau du pouvoir et de ce pouvoir satanique et très laid de réseaux pédocriminels organisés qu'on appelle la pédocriminalité sataniste de réseau, qui touche une certaine haute bourgeoisie mondialiste, souvent marquée communautairement. Il y a énormément d'affaires qui le démontrent. Et il y a un parfum derrière l'affaire Lelandais qui ressemble à tout ça. Alors évidemment, je peux pas en dire plus.
Je crois que là, j'en ai déjà dit beaucoup. Mais intéressez-vous à l'affaire Dutroux, à l'affaire Nioul, à l'affaire des disparus de Lyon, à l'affaire du monstre d'Apoigny, à l'affaire Émile Louis, à des affaires, à l'affaire qui touche les proches d'Hillary Clinton et même Hillary Clinton aux États-Unis, l'affaire Podesta, l'affaire Pizzagate. Et vous voyez que tout ça, intéressez-vous même au Bohemians Club, à la cérémonie qui avait été filmée par Alex Jones, là, de Cremation of Care du Bohemians Club. Midsummer sets us free. À cette réalité qui est d'ailleurs dans certaines séries américaines maintenant, hein, de la pédocriminalité sataniste de réseau qui touche une certaine haute bourgeoisie de pouvoir mondialiste. Voilà. Tout ça n'est pas du tout délirant. On a eu aussi énormément de cas en Angleterre hein, qui ont été mis à jour récemment, une fois que les protagonistes avaient d'ailleurs disparu. Tout ça existe malheureusement, c'est très très laid. Ça a beaucoup à voir avec le règne de Satan sur le monde. Et à un moment donné, on voit maître Jakubowicz, le maître du mensonge, un de mes persécuteurs et des persécuteurs de Dieudonné, très lié à la communauté de lumière et sans doute à la haute maçonnerie, effectivement, qui apparaît dans cet univers et dans ce dossier. Je vous laisse y réfléchir. Éric de Montgolfier trouve à Nice une trentaine de dossiers qui ont été enterrés par ses prédécesseurs. Le nettoyeur se lance alors dans une croisade contre les réseaux d'influences occultes. Il y a ici des loges maçonniques influentes. C'est une surprise pour moi. Le résultat ne se fait pas attendre. Les mises en examen de certains francs-maçons se multiplient et personne n'est à l'abri, pas même le doyen des juges de Nice, Jean-Paul Renard, franc-maçon, soupçonné d'avoir utilisé frauduleusement le fichier national du casier judiciaire. Du coup, Éric de Montgolfier ne se fait pas que des amis à Nice et dans sa région. Jugé arrogant, incontrôlable par ses détracteurs, ses méthodes sont critiquées dans un rapport administratif. On veut, semble-t-il, le pousser vers la sortie. Un rapport n'a jamais menacé personne. Ce rapport, il n'a pour objectif que d'améliorer le fonctionnement de la justice. Ouais, c'est tout simple. Le ministre est dans un fauteuil, vous êtes à côté, et elle vous dit, monsieur le procureur, faites attention à votre communication sur la maçonnerie. Bon, c'est pas besoin d'être spécialement intelligent pour comprendre le message. Il était clair. Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle déchirait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous avez demandé à être admis. Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves traditionnelles? Vous engagez-vous à garder un silence absolu sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous? Je m'engage sur l'honneur. Au silence le plus absolu? Au silence le plus absolu. Sur tous les genres d'épreuves? Sur tous les genres d'épreuves. Que l'on pourra me faire subir. Que l'on pourra me faire subir. Acte est pris de votre serment. Récipiendaire. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait, peut-être, un jour, exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Ça suffit. On veut la première démocratie participative non maçonnique. Non, mais écoutez, non, mais attendez, il n'y a pas... Pourquoi prendre les francs-maçons tout de suite comme responsables de tout ce qui se passe? Je crois qu'il y a un peu du grand fantasme derrière tout ça depuis très longtemps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je trouve que c'est un peu exagéré quand même, non, Philippe Bilger? Ah, mais c'est totalement exagéré, monsieur ne fait pas dans la nuance. Il ne fait pas dans la dentelle, non, notre ami Patrick. Quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférerais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment.
faut bien comprendre, c'est que effectivement la franc-maçonnerie est plus qu'un réseau social, c'est vraiment un État dans l'État, c'est-à-dire que les francs-maçons sont très présents dans certains fiefs publics comme des grandes entreprises, disons EDF ou Air France, et aussi, comme le disait très bien votre reportage, dans des ministères comme par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Et évidemment, ces fiefs sont tenus d'autant plus facilement que chaque franc-maçon, le jour de son initiation, prononce un double serment de secret et de solidarité. Tous les contre-feux qui sont mis en place par les élites pédocriminelles au niveau des experts psychiatres et des tribunaux pour essayer de faire passer, dont le procès d'ailleurs d'Outreau, des enfants violés pour des affabulateurs. Je rappelle que j'ai édité le livre de Thomet sur le deuxième procès d'Outreau, où on retrouve d'ailleurs un maçon de la région lilloise qui est maître Dupond-Moretti, qui fait acquitter, je dirais de façon brutale, tous les gens qui étaient impliqués dans l'affaire d'Outreau, et qu'à la fin, on se retrouve avec 12 enfants violés, mais plus de violeurs, tu vois. Et comme par hasard, on a un Dupond-Moretti qui est lié au Parti Socialiste, lié à la maçonnerie du Grand Orient, région du Nord, et qui se retrouve comme mission de faire blanchir des gens qui ont quand même avoué être des pédophiles de réseau. Il a avoué 9 meurtres, Michel Fourniret. Il se vante d'être pire que Dutroux. Son fils et vous-même pensez qu'il y en a bien davantage? Ah oui, bien sûr. Vous savez, quand Michel Fourniret est arrêté, on retrouve dans la fourgonnette qui lui servait à chasser de jeunes vierges, comme il disait, une trentaine d'ADN qui, encore aujourd'hui, demeurent non identifiés. C'est terrible. Vous avez été entendu à la suite de cette rencontre avec Fourniret, puisqu'il vous avoue le meurtre de Johanna Parish. Et c'est moi-même qui vais apprendre la nouvelle à monsieur Roger Parish, qui est le père de Johanna, et qui, depuis 1990, quand même, se demandait ce qui est arrivé à sa fille. Et personne n'était en mesure de lui dire. C'est quand même fou. Il avait lancé une pétition en ligne, monsieur Roger Parish, pour dénoncer l'engourdissement de la justice française. Les protégés, Fourniret, vous le dites dans le livre, j'allais dire vous le sous-entendez, non, vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret, il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, il y a je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge. Des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé. On m'a interdit de dire ça. Pourquoi? Cela a déclenché des réactions hystériques. Si cela n'évoque rien, pourquoi se mettre dans de pareils états? Pourquoi m'empêcher de sortir ce livre? Donc évidemment, moi j'ai refusé l'autocensure. J'étais moi-même membre de la franc-maçonnerie à l'époque, j'aurais très bien pu faire preuve d'une solidarité aveugle. J'ai refusé en tant que journaliste, je suis journaliste avant tout. Mais dans la franc-maçonnerie, on est d'accord, on ne tue pas les enfants. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance. Il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas
justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Et donc notre père nous a indiqué être allé voir Dominique Baudis, encore à Toulouse, comme quoi tous nous sur Toulouse, dans cette affaire, un week-end, pour exercer sur lui des pressions, afin d'obtenir que les médias audiovisuels ne couvrent pas cette affaire, ce qui fut fait. En France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable pourristrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats, et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres. Mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années, puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Donc voyant le sol se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses 2 enfants, il est piteusement revenu vers nous, ce qui a donné lieu à 3 longues discussions qui sont allées crescendo d'ailleurs, puisqu'il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces 3 discussions. Il se sentait menacé, ce qui apparaissait déjà en filigrane dès la première discussion. Il nous a dit dès la 2e qu'il était carrément menacé de mort. Par la suite, il a passé toute une nuit à brûler des documents et des photos. J'ai bien dit toute une nuit, pas simplement 1 heure, et apparemment il fallait à tout prix brûler ces choses. Ni la poubelle ni le broyeur n'étaient suffisants. Nous ne savons pas s'il a brûlé tout ce qu'il avait en sa possession, mais il en a brûlé en tout cas au moins une partie substantielle, et sa motivation pour cela était apparemment de sauver sa tête. Il a estimé que les personnes qui auraient intérêt à se débarrasser de lui pourraient peut-être cesser d'en vouloir à sa vie s'il se débarrassait de ses cartouches, et il semble en fait que ce soit le fait pour lui d'avoir brûlé ses vaisseaux de la sorte, de s'être débarrassé de ses dernières munitions, qui a justement amené ces gens-là à passer à l'acte. Donc ce qui se passe, c'est que rien n'est normal à propos de la mort de notre père. Il est mort le 22 février 2003, nous sommes aujourd'hui en septembre 2005. Depuis tout ce temps-là, nous n'avons cessé de remuer ciel et terre pour savoir la vérité sur la mort de papa. Elle est indéterminée et indéterminable. L'acte de décès ne mentionne aucune cause du décès, ni l'intervention d'aucun médecin. On dit simplement qu'une personne qui travaille dans une entreprise de pompes funèbres a constaté qu'il était mort, l'a aussitôt mis en boîte et au feu. Nous n'avons jamais été prévenus de la mort de notre père. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour... sa 2e femme nous l'a délibérément caché. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour assister aux obsèques, il a été incinéré en toute hâte le jour même des obsèques, hors de l'observation des règles légales et réglementaires qui doivent présider à la crémation d'un corps, qui vise justement à faire en sorte d'éviter que l'on se débarrasse d'un cadavre suspect. Dès que nous l'avons su, nous avons saisi les 2 enfants d'un magistrat haut gradé en exercice, mort dans des conditions suspectes. On saisit personnellement le garde des Sceaux en recommandé avec accusé de réception de la mort suspecte de leur père. Nous attendons toujours sa réponse. Il n'ose même pas nous répondre. Pas plus qu'il n'ose répondre aux 15 parlementaires de l'opposition, députés, sénateurs confondus, qui l'ont saisi de ce dossier. Notre père et sa clique sont le chaînon manquant qui permet enfin de tout éclairer dans l'affaire Allègre. Ce dont tout le monde se doute, c'est qu'il y a derrière l'affaire Allègre beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu dire. On a tout fait pour dégonfler le plus artificiellement du monde une affaire qui promettait d'aller très loin. Et la vérité, c'est que c'était facile de charger Patrice Allègre comme bouc émissaire, serial killer. Donc voilà, forcément, il s'agit d'un serial killer qui a agi seul, qui explique tout. Et donc on ne se soucie pas de ses commanditaires et de ce groupe secret qui utilisait Patrice Allègre, qui est peut-être par hasard un psychopathe, comme homme de main, comme exécuteur. Bon, j'apprends que Marc Bourraguer prenait l'apéritif avec Patrice Allègre. Pour se dédouaner, il dit « Patrice Allègre m'a été amené par un ami commun ».
Or, figurez-vous que cet ami commun a été décrit par la presse comme bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine. Alors, il faudrait qu'on m'explique ce qu'un serial killer qui échappe bizarrement à toutes les investigations de police, et quelqu'un de bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine font à prendre l'apéritif le plus amicalement du monde chez un procureur. Je constate que Bourraguet est encore magistrat, ça me semble inconcevable. Et quant à Wolf, qui est aussi impliqué dans cette affaire et cité dans le dossier, il a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre par une mutation à la Cour de cassation. Donc je me pose la question, il faut qu'il fasse quoi maintenant pour passer au grade suivant? Il faut peut-être qu'il tue quelqu'un. J'aimerais qu'on me dise pourquoi ces gens-là continuent à exercer. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, alors qu'il y a 190 morts élucidés à Toulouse pendant les années Allègre et pas seulement, Allègre et tout ce qui tournait autour de lui, non élucidés, pardon, oui, je crois que j'ai dit élucidés, alors qu'il y a 190 meurtres non élucidés qui ont toujours été abusivement classés en suicide. Maintenant, les gens, on ne les tue plus, on les suicide. C'est tellement plus simple, on peut fermer le dossier de suite. Je pense au suicide fort opportun du gendarme Jean-Bert, de 2 balles différentes. Il faut vraiment se haïr pour se suicider de 2 balles différentes, à la veille où sa quête allait pourtant connaître un aboutissement, puisqu'il devait aller voir le procureur pour lui raconter ce qu'il avait découvert sur les disparus de Lyon. Comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne peut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il a assisté. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à ces activités. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il vous a raconté ce soir? Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait assisté à des sacrifices humains? Notre père était un membre de ce groupe et avait assisté effectivement à ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle il était à ce point-là terrifié et qu'il se sentait menacé dans sa vie. Parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de gens qui participaient à ce genre de soirée et qu'il avait notamment de nombreux éléments à ce sujet-là. Je pense qu'au dernier moment, il a eu une mauvaise conscience terrible, peut-être une grande peur aussi de ce qu'il attendait au-delà de cette mort qu'il sentait approcher à grands pas. Et il est venu nous voir un petit peu comme on serait venu voir un confesseur, je pense. Je parle de la morsure du vampire, en fait. Oui. C'est-à-dire que pour moi, l'acte de sodomiser un enfant martyr, c'est le vampire qui mord une créature pour la changer en vampire. Un enfant qui est violé, torturé, martyrisé toute son enfance, qui ne trouve pas justice ni protection, et qui arrive à l'âge adulte comme ça, maintenu dans les réseaux qui le martyrisent, devient un prédateur. Surtout quand on lui explique que s'il s'en prend à son tour à d'autres enfants qui sont torturés et violés, ça va le soulager de ses propres souffrances. Il y a quelque chose de différent pour les gens qui sont placés à la petite élite sociétale. Ouais. Eux, ils sont sélectionnés déjà par la franc-maçonnerie, ou la Rose-Croix, mais c'est la franc-maçonnerie qui a le plus de pouvoir, je dirais. Et il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, pour prendre du grade, tu passes des rituels. Alors cette petite pyramide, elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière. Tu veux monter en grade, eh ben, il faut que dans la loge dont tu fais partie, tu passes des rituels. Et plus tu es avide de pouvoir et de réussite, ben plus tu vas demander à passer de grade, et tu vas être happé dans des rituels sataniques. Et les premières pratiques sont donc le viol collectif d'enfants. Après, avec la mise à mort, etc. Ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions, et qu'en plus, ces gens-là, après, ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge, dans des réunions de ce genre, dans des rituels de ce genre, pour en faire la future élite sociétale. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tous les deux quand on enquêtait, on a fait aussi beaucoup de recherches et des enquêtes qu'on n'a pas encore tout sorti, c'est qu'il y a un protocole où on voit qu'il y a deux types de victimes, d'enfants victimes. Il y a ceux qui sont des enfants défavorisés, des enfants enlevés, des enfants nés sous X de viol, qui servent de matière première
pour l'initiation à d'autres enfants. C'est-à-dire que tu as des enfants qui sont amenés par un papa franc-maçon, par une ordure de géniteur franc-maçon dans ces soirées, et d'autres enfants qui sortent de cage et qui sont mis là pour amener, par exemple, l'enfant de l'élite à finir par ouvrir le ventre du malheureux enfant qui a été violé collectivement et torturé par tout le monde. Pourquoi? Parce que ça va créer la fragmentation de personnalité, ou cloisonnement, comme dit plutôt Jeannette, de personnalité. La zone dangereuse où il ne faut pas aller, c'est celle dont on parlait, c'est-à-dire les réseaux, totalement imbriqués avec l'institution judiciaire, la notion du pédosatanisme, du satanisme, je voulais dire, des trafics d'enfants avec des mises à mort d'enfants, des charniers d'enfants qu'il y a partout, du crime dans des dimensions qu'on ne peut même pas imaginer, commis sur les enfants dans notre monde soi-disant civilisé. Ça, c'est des choses, je veux dire, on n'en parle pas. Ok, les charniers d'enfants, Martine Bouillon en a parlé une fois sur un plateau de télé, après, silence radio, on ne peut pas en parler.